Bienvenue à toi si tu découvres la chaîne. Ici, on te fait passer un cap en faisant en sorte que lorsque tout le monde aura les mêmes notes en maths, en physique, en chimie et dans les autres matières scientifiques, toi tu vas essayer d'aller chercher le 14, le 15, le 16, pourquoi pas, en français, ce qui va te permettre de te démarquer des autres. On a atteint souvent les milliers de vues ici avec des étudiants motivés pour avoir de bonnes notes. Donc n'hésite pas à t'abonner. J'aide les élèves passer, à passer un cap et avoir de meilleures notes en dissertation ou pour les résumés, les contractions de texte. Alors, aujourd'hui on analyse Marlene Haushofer, le mur invisible. Alors en allemand, le titre original c'est Die Wand. Donc, simplement, ça a donné le mur. Je vais commencer par un petit résumé de l'histoire. Et ensuite, on va analyser étape par étape le bouquin. Alors, qu'est-ce qui se passe dans Divan de Marina Haushofer? Donc, on a une narratrice dont on ne connaît pas le nom qui décide de passer un week-end à la montagne dans les Alpes autrichiennes en compagnie de deux amis à elle, à savoir Louise et Hugo Rutlinger. Ils s'installent le 30 avril pour un week-end de 3 jours dans un chalet. Suite à une nuit où le couple est parti, la narratrice se rend compte qu'ils ne sont pas revenus. Elle se rend compte encore plus que autour d'elle, il y a une sorte de mur invisible qu'elle ne peut pas traverser. Elle essaie de le forcer à plusieurs reprises, mais ça ne fonctionne absolument pas. Elle se rend compte qu'autour d'elle, il n'y a plus aucune vie, tout est désert, seuls les animaux et la nature sont là, et elle se retrouve seule, éloignée du genre humain. Petit à petit, elle accepte sa condition et essaie de se rendre à l'évidence qu'elle va devoir survivre seule. Dans son malheur, elle a un grand bonheur, c'est de pouvoir rencontrer des animaux. Elle a le chien qu'elle va faire, avec lequel elle va créer une relation d'amitié qui s'appelle Lynx. Elle va avoir également une chatte. Et sur la route, elle va rencontrer une vache qui s'appelle Bella. Elle va passer 2 ans à raconter son histoire. Au début, ça se situe printemps-été. Ensuite, ça se situe automne-hiver. Ensuite, deuxième printemps-été. Ensuite, deuxième automne-hiver. Et enfin, troisième printemps-été et automne-hiver. 3 ans d'écriture. Elle va avoir quelques difficultés, notamment des difficultés pour se nourrir. Elle va apprendre à l'agriculture. Elle va apprendre à faire des récoltes. Elle va apprendre même à chasser. Ça va être bien d'ailleurs pendant l'hiver qu'il y aura beaucoup d'animaux de proie. Elle va pouvoir en bénéficier. Sa chatte va même pouvoir être engrossée. Sa chatte va faire naître 2 petits. Et Bella, sa vache, elle se rend compte qu'en fait sa vache était enceinte, ce qui va lui permettre d'obtenir du lait et de pouvoir se nourrir, de nourrir le chat. Et elle va avoir comme ça en fait une sorte de véritable petite ferme autour d'elle. Pendant le premier été, elle décide d'aller dans un alpage où la vache qu'elle héberge va pouvoir paître. C'est un moment de grand bonheur qu'elle ne retrouvera jamais par la suite. Pendant le deuxième automne-hiver, la chatte accouche de chatons mort-nés. La narratrice tombe gravement malade jusqu'au mois de mars, mais elle arrive à surmonter cette maladie. Sa chatte finit par mourir. Et le récit se termine dans les toutes dernières pages où un homme venu de nulle part débarque. C'est vraiment dans les 5 dernières pages. Un homme venu de nulle part débarque et est en train de tuer le taureau. Alors le taureau, c'est l'enfant qui était l'enfant de Bella. Son enfant, il est en train de le tuer. Et elle revient de la chasse avec son chien. Son chien attaque l'homme. Elle empêche le chien d'attaquer. Elle lui dit attends une seconde. Elle prend son fusil qui était dans le chalet. L'homme a le temps de tuer son chien, son seul animal, son seul véritable ami pendant 2 ans. Une fois que l'homme a tué son chien, elle décide de tuer l'homme et de l'abattre d'un coup de fusil. L'histoire se termine sur le fait qu'elle ne trouve plus tout simplement de papier sur lequel elle peut continuer d'écrire et raconter son histoire. Avant de commencer l'explication de Marlene Haushofer, le mur invisible, il faut absolument que toi et moi on s'explique sur un concept. Parce qu'en fait, si on ne comprend pas ce concept et qu'on n'accepte pas la réalité de ce concept, on ne peut pas comprendre les futures analyses. Alors, c'est quoi ce concept? Ce concept, tu le connais sans doute, c'est le concept de patriarcat. Alors, c'est quoi le concept de patriarcat? Qu'est-ce que dit le patriarcat? Alors, le patriarcat, c'est un concept qui dit que dans une organisation sociale, c'est-à-dire
des hommes qui sont ensemble et qui essaient de survivre ensemble. Et le patriarcat dit que les pouvoirs de cette société, là, on va prendre les décisions, le pouvoir économique, social, familial, culturel, ce pouvoir-là, il va être détenu entre les mains des hommes et les femmes vont ne veut pas avoir ce pouvoir-là. Alors, je vais essayer de justifier pourquoi est-ce que certaines personnes estiment qu'on est dans une société patriarcale. D'abord, en France, les femmes gagnent en moyenne 15% de moins que les hommes à poste égal, en 2014. Elles sont surreprésentées dans les métiers du soin, de l'éducation et de la vente, mais sous-représentées dans les postes de direction. Seulement 19% des PDG dans le monde sont des femmes. On a en fait ainsi un triple effet. Par exemple, imaginons on travaille en tant que caissière, on a alors un emploi du temps partiel, on va avoir un triple effet. C'est-à-dire qu'on va avoir bas salaire, emploi instable, peu de perspectives. Et dans les grandes entreprises, ce sont souvent les hommes qui sont au cœur des décisions techniques. En 2023, seuls 26% des parlementaires dans le monde sont des femmes. En France, moins de 20% des maires sont des femmes. Aucune femme n'a encore été présidente de la République française. En 2024, les 10 plus grandes puissances économiques mondiales sont dirigées par des hommes, à l'exception de l'Italie. Ensuite, dans la famille et les rôles sociaux, en France, en moyenne, les femmes réalisent 71% des tâches ménagères et 65% des tâches parentales. Donc, même quand les femmes travaillent à plein temps, elles continuent d'assumer ce qu'on appelle une double journée. Donc, c'est pas du tout inhabituel qu'en fait, dans un couple hétérosexuel, on a la femme qui cuisine, qui s'occupe des enfants, qui fait les courses, tandis que l'homme participe ponctuellement. Et donc, tout ce temps-là que l'homme ne consacre pas à la famille, peut consacrer à sa carrière, à son développement personnel. Dans les patriarcats, c'est pas juste des effets concrets, c'est aussi des symboles, des récits, des symboles. Par exemple, 80% des personnages historiques cités sont des hommes. Et les siècles d'histoire de la philosophie, il y a très peu de femmes. On peut passer toute l'année en philosophie, on peut faire 5 ans de philosophie sans avoir vu une seule philosophe. Très possible. C'est pas du tout impossible. Et ça, c'est pas du tout un état de fait. C'est pas du tout naturel. Parce qu'il y a de nombreuses sociétés qui ont fonctionné sans que les hommes soient au pouvoir. Il y a eu des sociétés pré-patriarcales. C'est ce qu'a montré les travaux de l'anthropologue Maria Gimbutas. Et le patriarcat s'est construit. C'est pas une fatalité biologique, c'est une construction historique. L'ONU estime qu'au rythme actuel, cependant, on est dans une bonne direction. Il faudra 131 ans pour atteindre la pleine égalité homme-femme dans le monde. Alors, je vais répondre à deux objections. Je me permets de répondre à deux objections qu'on entend souvent, à savoir, oui, mais si les femmes n'est tout simplement pas intéressées par le pouvoir, par l'argent, la politique. Certes, peut-être qu'en fait, c'est les hommes qui ont ce pouvoir-là, mais finalement, est-ce que ce serait pas mieux si c'était tout simplement normal, c'était dans la nature des choses. En fait, la femme, juste, elle est là pour engendrer, c'est là pour être mère, et c'est ça qu'elle est au meilleur de ses capacités, de ses compétences, de son développement, de son bonheur individuel. Et en plus de ça, il faut bien que quelqu'un fasse le sale boulot. Il faut bien que quelqu'un aille en finance, que quelqu'un fasse le montage, la mécanique, etc., qui sont vraiment faits aux hommes. On peut répondre deux choses. D'abord, que dès l'enfance, en fait, on va socialiser les filles vers l'écoute, la douceur, le soin, alors qu'on va valoriser chez les garçons la compétition, l'ambition, la prise de risque. Donc, dans un système où tout est ultra compétitif, le marché du travail c'est compétitif, ceux qui sont habitués à la compétition dès le départ, forcément ça va être plus facile pour eux. Seulement 16% des filles choisissent une filière scientifique dans les grandes écoles, ENS, Polytechnique, contre 59% des garçons. Il y a aussi beaucoup de discrimination, les CV des femmes sont moins retenus, les salaires sont négociés plus bas, interruption de carrière due à la maternité. Les femmes ont aussi des violences ou des pressions symboliques, beaucoup de remarques sexistes. Par exemple, 73% des femmes élues disent avoir été victimes de sexisme ou d'agression. Alors, sexisme, c'est quoi? Un exemple concret du sexisme, c'est « Ah, mais vous êtes une femme. C'est pour ça que vous prenez les décisions que vous prenez. Hein ». Ça, c'est une remarque sexiste. C'est parce que c'est une remarque qui insiste sur, qui identifie comme cause du comportement de la personne sa sexualité. Alors qu'en fait, il n'y a pas de lien. Pour être une femme et prendre une bonne décision, peut-être même prendre une mauvaise décision. Et dans les entreprises du CAC 40, seulement 3% des PDG sont des femmes, alors qu'elles sont majoritaires dans les études supérieures en France. On a ceux qui sont au pouvoir et en fait, ils empêchent les autres d'y accéder. Donc les hommes, ça les arrange bien qu'il y a moins de compétition. Donc s'il y a les femmes, si on ouvre les postes aux femmes, ça va faire plus de compétition pour eux. Donc ça les arrange bien qu'on garde un système patriarcal. Voilà. Donc on pourrait discuter très longuement de ça. Ce que je veux faire maintenant, par contre, c'est de dire que Marlene Haushofer, son roman, c'est un roman écoféministe. C'est-à-dire que c'est un roman qui montre vraiment la façon dont l'homme détruit, dont l'homme pille, dont l'homme domine. Il faut partir de ça pour comprendre son bouquin.
Parce qu'elle a vécu dans une situation où elle a senti sur elle le patriarcat. Et on est dans les années 1950. Donc aujourd'hui, il y a eu encore beaucoup d'avancées par rapport à l'époque. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut absolument qu'on parte tous les deux de ce principe que la société est patriarcale et qu'en fait, le bouquin, en fait, c'est une sorte d'alternative à la société patriarcale. Alors allons-y tout de suite d'ailleurs, cette société patriarcale. Comment les hommes sont représentés dans le roman? En fait, les hommes sont quasiment inexistants. Les hommes sont quasiment inexistants. Ils sont là simplement pour avoir une fonction de reproduction. À part son chien, qui est un homme, qui l'aide, les autres personnages sont des femmes. Il y a la vache, il y a la chatte. C'est elle qui engendre, c'est elle qui maintient la vie. Euh, la narratrice est une femme et c'est elle qui maintient la vie. Première chose à dire par rapport à ce rôle de patriarcat, par rapport à ce rôle de mère. C'est une femme et donc en fait elle va prendre ses fonctions de femme, même si la société n'est plus là, même si elle peut explorer quelque chose de différent, en fait elle va un peu faire ce pourquoi elle est faite. Qu'est-ce que j'entends par là? Quand on va avoir un homme qui va se retrouver dans un espace où il n'y a rien, il n'y a personne, il va falloir explorer les choses. La narratrice, elle ne va pas devenir une aventurière. La narratrice, tout le long du roman, qu'est-ce qu'elle fait? Bon, elle fait une petite aventure en allant au chalet en marchant 12 heures. Bon, j'espère bien au bout de 2 ans. Elle a fait un peu la chasse, ok? Mais elle va pas essayer de découvrir le monde, de le conquérir, etc. Non. Elle va se glisser dans un rôle de protection. Je cite. Je ne pouvais pas fuir et laisser tomber mes bêtes. Je ne pouvais pas fuir et laisser tomber mes bêtes. Cette décision ne fut pas le fruit d'un raisonnement, ni même d'un élan sentimental. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle va en fait prendre le rôle en tant que femme, spontanément, naturellement, d'un rôle de protection qu'on donne aux femmes habituellement, même si elle ne le veut pas, même si elle ne le sent pas. Elle sent que c'est comme ça qu'elle a été câblée. En plus de ça, les autres femmes, elles ne sont pas spécifiquement des aides aux femmes. Il n'y a pas de sororité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'égalité, de solidarité entre les femmes. Sororité, c'est un terme pour dire justement le fait qu'une femme pourrait aider une autre femme simplement parce qu'elle est une femme, parce qu'elle sait qu'elle est dans une situation délicate, parce qu'elle sait que les femmes subissent plus de choses au quotidien que les hommes. Je cite, « Je n'ai jamais osé parler à quiconque de ce lourd fardeau. » Fardeau d'aider les gens, d'être une femme. Un homme qui ne m'aurait pas comprise. Quant aux femmes, elles ressentaient la même chose. Les femmes ressentent la même chose, mais elles ne peuvent pas les aider. Voilà. Mais, donc, premièrement, elle subit quand même un peu encore une expérience de la nature, de la vie, est marquée par sa socialisation antérieure, par les discours, l'éducation qu'elle a reçus et les modèles qu'elle a vus dans son enfance. Cependant, elle est capable de s'en échapper. Elle est capable de s'en échapper. Par exemple, elle n'a plus besoin de faire attention à son apparence. Je rappelle, l'apparence, c'est la première chose dont discutent les hommes. Donc il y a des statistiques. Les hommes, quand ils parlent des femmes, de quoi parlent-ils? Ils parlent uniquement de leur apparence. Donc ils réduisent entre guillemets les femmes à leur extérieur. Et justement, les femmes, donc, elles doivent faire attention à leur apparence. Elles ont une pression sur la façon dont elles devraient, ce à quoi elles devraient ressembler. Et justement, finalement, dans cette expérience de la solitude, où elle se retrouve seule, sans personne pour lui dire quoi que ce soit, elle retrouve une liberté par rapport à ça. Je cite, « Personne n'est là pour me dire comment je suis, et moi-même, je n'y pense jamais. » Personne n'est là pour me dire comment je suis, et moi-même, je n'y pense jamais. Donc, elle a une vraie liberté par rapport à la façon dont, extérieurement, elle se présente face aux autres. Je termine sur cette domination masculine. La domination masculine qui s'exerce sur les femmes, les hommes détruisent les maisons, les fuient ou les gaspillent. Les hommes surexploitent la nature, la dominent et dominent les autres animaux. Voilà ce que font les hommes. Alors que les femmes, elles sont un espoir pour l'humanité. Leur façon de vivre est un espoir pour l'humanité puisqu'elles protègent, elles tentent de faire, de maintenir la vie. Ça, c'est très très important. Elles tentent de maintenir la vie. Alors que les hommes pillent, volent. Et d'ailleurs, dans le roman, le seul moment où il y a vraiment un homme qui apparaît, qui a un rôle, c'est il arrive pour détruire, pour tuer. Cet homme, il arrive pour détruire, pour tuer. Il aurait pu... Voilà. Alors, Marina Hofer pointe les hommes, ça aurait pu être une femme aussi, mais en tout cas, dans ce roman, justement, elle pointe les hommes. Elle dit justement parce qu'il est un homme, il a cet élan de domination en lui, et qui fait que la première chose qu'il fait, le seul homme qui a un véritable rôle dans ce bouquin, c'est un homme qui détruit. Il détruit un autre homme. Domination, exploitation, il détruit aussi le chien.
Donc les hommes participent à la domination générale de la société. Et elle dit que en fait, les femmes, elles peuvent créer la vie, elles ont cette capacité-là. Dans le roman, il y a un moment donné où on a un cas de parthogenèse. Alors la parthogenèse, c'est quoi? C'est lorsque quelqu'un fait son propre enfant. Bella, la vache, est enceinte. Et elle est enceinte sans qu'il y ait de taureau. Parce que quand la narratrice arrive, elle repère Bella dans une sorte de cabane, une sorte de maison. Elle repère la vache, elle la prend. Et puis la vache fait naître un petit, donc le taureau, sans qu'il y ait, sans qu'elle ait été mise enceinte par quelqu'un, par qui que ce soit. Bien entendu, logiquement, en fait, Bella était enceinte avant que le mur n'apparaisse. Mais en fait, je cite, il n'y avait aucun taureau, mais elle était déjà pleine quand je suis arrivé. Il n'y avait aucun taureau, mais elle était déjà pleine quand je suis arrivé. Ce qu'elle veut dire par là, c'est pas que, en fait, elle joue sur cette ambiguïté-là, au sens où concrètement, le taureau, il n'y a pas besoin de lui fondamentalement. C'est ça qu'on veut dire. Parce que finalement, cette naissance, le petit qui va naître, qui va grandir, etc., il n'y a pas besoin d'homme pour réaliser cette action-là. Parce que les hommes, ils ne sont pas dans un rapport de protection, ils sont dans un rapport de destruction. De façon plus générale, cet épisode-là, sur le fait qu'il y a un taureau qui naît avec une vache, ça symbolise, en plus de ça, cette résistance face à l'oppression masculine, ça symbolise le renouvellement de la vie malgré la catastrophe. La naissance du veau dans ce monde clos a une valeur métaphysique et mystique. C'est un miracle dans l'isolement, un signe que la vie continue, sans l'homme, sans le mal, sans les autres, sans qu'on puisse faire quelque chose. La narratrice, la vache, la nature se suffit elle-même pour assurer la survie. Je vais changer d'idée, je vais parler maintenant de l'adaptation et du rapport au nouveau monde. L'héroïne, c'est une citadine, une ancienne citadine, qui doit réapprendre à vivre seule au contact d'un environnement sauvage. Observation des animaux, adaptation au rythme des saisons, gestes quotidiens transformés. Elle va vraiment faire une sorte de rééducation sensorielle et affective. Elle doit vraiment changer sa façon de se comporter face au monde. La nature l'oblige à changer sa façon de se comporter face au monde. Quand on est dans un monde technique, où on vit en ville, on n'a pas besoin de planter, de cultiver, d'être alerte du temps, du sol. On a simplement besoin d'un capital économique. Un capital économique nous épargne le fait de devoir compter, calculer notre quantité de nourriture adéquate, la quantité d'eau pour notre survie. Donc, on n'a pas besoin de répondre aux besoins matériels de façon seule. La nature, dans la solitude, nous oblige et oblige la narratrice à faire ça. En plus de ça, il y a une véritable transformation du corps. En plus de cette transformation des habitudes, il y a une transformation du corps. Les repères sociaux s'effacent, le corps devient son outil. Elle perd son regard social, ses mains se transforment, son corps devient plus musclé. Elle a un véritable changement qui d'ailleurs passe par des étapes de maladie, de fatigue extrême qu'elle ressent pour la première fois, puisqu'elle n'a jamais vécu une vie aussi intense. En plus de cette solitude, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il y a une sorte de solipsisme écologique. Alors, c'est quoi le solipsisme? En philosophie, le solipsisme, c'est une situation où le sujet ne peut être sûr que de sa propre existence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le solipsisme, c'est une thèse qui dit « Ok, moi, je sais que j'existe personnellement, mais toi, je ne sais pas si tu existes. » De la même façon, toi, tu sais que tu existes, tu as cette impression-là, mais qu'est-ce qui te dit que les autres ne sont pas des robots bien câblés? C'est ça le solipsisme, en fait. C'est de se dire « Ok, moi, je sens que j'existe, je sens que j'ai un rapport au monde, mais peut-être que les autres pourraient être des acteurs en face de moi. » Je pourrais pas. Pourquoi? Parce que je ne peux pas accéder à ce qu'ils pensent profondément. J'ai des signes, j'ai des signaux, j'ai des indications, mais je ne peux pas être à leur place. Je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête, ni dans leur corps. C'est ça le solipsisme. Et alors là, on a affaire à un vrai solipsisme, puisque pour la première fois, elle ne sait pas si les autres sont encore en vie. Et donc, elle sent qu'elle est un petit peu seule. Et ça fait transformer son rapport aux autres. Elle vit une altérité brute. Je cite,
Je suis le seul être au monde qui pense parfois à ce petit animal au fin museau. Je suis le seul être au monde qui pense parfois à ce petit animal au fin museau, c'est-à-dire qu'elle est le seul à avoir le souci d'eux. En plus de ça, par rapport à cette nécessité de vivre seule, elle va vivre ce qu'on appelle le deep time. Alors le deep time, c'est quoi? C'est un temps non humain étalé sur des millénaires que l'on éprouve face à la lenteur des forêts, des montagnes, des espèces non domestiquées. L'héroïne, en fait, elle se rapproche et se détache elle se détache des repères sociaux. Son quotidien est rythmé par les saisons, les tâches agricoles, la croissance des animaux. Et à un moment donné, il y a une scène où en fait, elle perd l'usage de la montre. La pile. Elle perd l'usage de la pile. Ça veut dire qu'elle va sortir du temps social. Le temps social, c'est quoi? C'est un temps qui a été forgé par les hommes. Les hommes ont décidé de se dire, ok, il y a midi, il y a une heure, etc. Et on va faire des rendez-vous et on va bâtir notre vie autour de ces heures-là. En réalité, elle va perdre complètement cette notion du temps, elle va entrer dans un temps cyclique biologique. C'est-à-dire qu'elle va plus regarder le temps avec les autres, elle va regarder le temps de la nature. Ça lui permet d'avoir des expériences fondamentalement riches. Je cite, je ne pourrai jamais oublier l'odeur de l'été, les pluies, d'orage et les soirs étoilés. Je ne pourrai jamais oublier l'odeur de l'été, les pluies, d'orage et les soirs étoilés. Voilà un rapport au monde qui est bien, bien déterminé par la nature. Et par rapport au fait qu'elle perde son temps, je cite, aujourd'hui, j'attends chaque jour leur venue, car, et en parlant des corneilles, elle m'indique l'heure. Ce sont les corneilles qui lui indiquent l'heure. Ce n'est plus les montres. C'est terminé. Cette solitude, bien sûr, pèse sur la narratrice. Cette solitude est difficile à encaisser. Ce solipsisme écologique, ce fait de vivre seul dans la nature, est difficile à accepter. Je cite, l'hiver dans la forêt est à la limite du supportable, surtout quand on n'a pas de compagnon. Certes, les hommes sont inutiles, détruisent, exploitent, mais ils apportent aussi une forme de réconfort qui ne vient jamais dans ce récit. La seule forme de réconfort qu'elle a, c'est la littérature, c'est le fait de pouvoir écrire et de se dire que peut-être un jour quelqu'un lira. Et en dehors, bien sûr, du réconfort qu'elle a avec la nature et avec elle-même et avec peut-être l'idée que quelqu'un viendra, c'est le réconfort avec les animaux. Elle a une relation d'amitié extrêmement puissante, extrêmement profonde avec les animaux. Je cite, à tel point qu'une fois je me mis à pleurer, après quoi nous sommes restés assis sur le banc aussi consternés l'un que l'autre. Nous sommes restés aussi consternés l'un que l'autre. Il y a une véritable connexion avec le vivant, avec les animaux. Et elle admet qu'elle va vivre tout seule. Je cite, il y a un an, cette réflexion m'aurait jeté dans un affreux désespoir. Je suis content de n'avoir jamais pensé aux avions. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Elle a arrêté de penser aux avions. Et elle sait qu'elle va vivre tout seul. Le lavage devient indispensable, nourricière, paisible, affective. Le chien devient un compagnon existentiel et le chat représente une forme d'autonomie affective. L'héroïne d'ailleurs ne possède pas ces êtres. Elle vit avec eux dans une forme d'interdépendance profonde, presque sacrée. On peut penser avec ce bouquin une sorte de ce qu'on appelle une écologie de la rareté. Une écologie de la rareté, c'est que la nature, c'est pas un excès. C'est un système fragile, limité, difficilement soutenable. L'héroïne compte chaque graine, chaque pomme de terre, chaque goutte de lait. En plus d'être seule, il y a une forme de précarité dans sa position, notamment au vu des ressources. Elle est obligée de compter les pommes de terre. Elle compte chaque quantité de sucre qui lui reste. Et puis, quand il n'y a plus de sucre, elle est obligée de s'adapter. Elle comprend qu'elle peut vivre sans. Elle doit chasser, élever, se priver. Pouvoir donner aux animaux. Elle donne, elle partage le lait un peu avec le chien, un peu avec le chat, un peu avec le taureau. Elle doit donc vivre au plus proche de la nature, sans langage social, sans projet professionnel, sans amour, sans culture, sans argent. Et c'est pour ça que, d'une certaine manière, elle trouve un peu une paix intérieure. Les animaux sont protecteurs. Elle était là, luisante, chaude et tranquille, notre grande et douce mère nourricière. La vache est comparée à une mère nourricière. Et lorsqu'elle retrouve la chatte qu'elle avait perdue pendant l'été, elle dit, quoi qu'il en soit, nous étions heureux d'être réunis.
Ici dans la forêt, je trouve enfin, et je cite, ici dans la forêt, je me trouve enfin à la place qui me convient. Ici dans la forêt, je me retrouve enfin à la place qui me convient. La nature ainsi est exigeante, bucolique, imprévisible, parfois hostile. Et Marlène Haushofer se détache d'une tradition romantique masculine, Heine, Adalbert, Stifter, où on voit la nature comme quelque chose de beau, très beau et en même temps un territoire à conquérir, à dominer. Une vision un peu de la nature comme on va faire de la course, on va faire du ski. Voilà. Et non, la nature c'est du danger, de l'exigence, de l'imprévisibilité. Et il va falloir survivre. On est dans quelque chose de quasi post-apocalyptique, hein. On est dans une anti-utopie dans ce roman. La civilisation a disparu. Elle, la narratrice, tente de survivre. La nature devient le seul cadre stable. Par rapport à cet amour qu'elle porte aux espèces, on a vraiment une interdépendance entre les espèces. La séparation entre l'humain et l'animal est remise en question. Le spécisme, c'est l'idée qu'il y a une hiérarchie dans les animaux. C'est l'idée que la vie humaine vaudrait plus, aurait plus de valeur que la vie d'une vache, que la vie d'une éponge. Et en fait, Marlène Haushofer propose une lecture antispéciste des animaux. On voit bien ici que la vache a tout autant d'utilité qu'un être humain. Et c'est dans cet état de dénuement, d'épuisement, de minimalisme vital, où il n'y a personne, où elle doit faire face à chaque danger de la nature, qu'elle se rend compte de l'importance des liens qu'elle crée avec les animaux. Les animaux, tout simplement, ont un langage différent, mais ils sont tout autant de valeur que nous. C'est pour ça qu'on a parlé d'écoféminisme dans ce roman, c'est-à-dire que c'est un roman qui met en avant les femmes, la maternité, l'aide, la protection et la nature, qu'il faut respecter, qu'il faut embrasser, qu'il faut contempler. Petite conclusion, petit résumé, le roman de Marlène Haushofer, c'est pas un récit, seulement un récit de survie. C'est aussi un récit de survie, mais c'est aussi une expérience totale, du corps, de l'animalité, du temps, de la nature. Et l'auteur construit un espace où on apprend à exister sans dominer. Ce n'est pas un repli, mais une reconnexion à l'essentiel. Et je termine dans le rôle de l'écriture, de l'art. Le rôle de l'écriture de l'art, c'est aussi une des espaces qu'elle a pour comprendre, euh, se souvenir, mémoriser, où elle écrit sur du papier. Et en écrivant sur du papier, en fait, elle devient écrivaine. Elle incarne, en fait, finalement, cette personne qui relate son expérience directe face au monde et peut la transmettre à d'autres personnes, aux lecteurs, afin qu'eux aussi, ils puissent peut-être incliner leur vision du monde. J'espère que l'analyse t'aura plu. N'hésite pas, s'il y avait un point qui était pas clair, à me poser des questions dans les commentaires. Si tu veux qu'on regarde ta copie ensemble, n'hésite pas à m'envoyer un mail. Je t'indique gratuitement ce que tu peux faire pour améliorer immédiatement et essayer d'aller gagner 1 ou 2